Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! Et au moins il est imaginatif, on peut pas lui retirer ça. Bonjour Bob. Bob, c'est quoi cette tenue? On était tombé d'accord sur la Descorp de Crick. C'est pour teaser une prochaine vidéo. Ouais, d'accord. Et le masque, c'est pour quoi faire? Ah, ça c'est pour mon anonyme. J'ai pas envie d'être harcelé dans la rue. Bob, tu es un mannequin en plastique. Laisse tomber. C'est pas grave. Dans ce troisième et dernier volet de notre série sur l'histoire du Wargame, nous allons passer des années 70 à nos jours. Autant dire que ça va être un peu long. Et qu'on n'a pas le temps de faire des introductions à rallonge. Nous sommes en 1971. Gary Gygax, concepteur de jeu, sort, en collaboration avec Jeff Perren, Chainmail, un jeu de tactique avec figurines dans un univers médiéval. Gygax travaille plus spécifiquement sur des modules gérant les duels entre les personnages qui commandent les armées et qui intègrent des éléments fantastiques optionnels au jeu. Magie, armes légendaires, créatures fantastiques, des elfes, des orques, des dragons. Également, il intègre des suggestions de scénarios pour rejouer des batailles issues des livres de Tolkien, It's pronounced Tolkien. Moorcock ou Howard. Tout ça utilise des figurines au 1/20e et des règles qui sont très inspirées de celles publiées par Tony Bass, dont on a parlé dans la précédente vidéo. Sorti il y a 5 ans. Alors, ce jeu aurait pu rester un de ces innombrables wargames plus ou moins anonymes, même si l'adjonction d'éléments fantastiques en font un jeu qui se démarque un peu. Mais ce qui va faire la popularité de Gygax et qui va lui donner cette aura de figure tutélaire des jeux avec figurines fantastiques, va venir en parallèle. Gygax et d'autres développeurs, comme son compère Dave Arneson, vont se poser la question suivante. Nos héros, avec leur magie trop puissante, leurs objets légendaires, nos sorciers qui lancent la foudre et autres trucs qui chatouillent, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre? Entre deux batailles, il se passe quoi? Ben, ils se reposent, ils administrent leur terre pour les seigneurs, ils étudient, ils s'entraînent, ils dorment, bah, tout un tas de trucs chiants. Alors, je sais pas si ton côté terre-à-terre est rassurant ou pénible. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, les compères décident de créer un jeu basé sur le corpus de règles de Chainmail pour permettre de jouer les aventures des héros en question. En 74, Donjons et Dragons est publié. Alors, la révolution est en marche et le mot est vraiment pas trop fort. Il crée en parallèle TSR, une société dont le nom sera synonyme d'évasion pour des millions de jeunes pendant des décennies. Ah, c'est beau, on dirait une plaquette publicitaire. Alors, l'édition de 74 de Donjons et Dragons est complètement un travail d'amateur, hein. Le budget de production, c'est 2000 $, c'est une petite somme quand même en 74, mais ça cantonne le jeu à une petite distribution. Dans les faits, les 1000 exemplaires produits du set de règles s'écouleront en un an. L'année suivante, c'est 3000 exemplaires qui seront imprimés et vendus. Pour un jeu confidentiel, c'est un très beau succès. J'imagine même pas le prix d'un exemplaire de la première édition. Eh bien, il semblerait que ce soit entre 15 et 20 000 $. Alors, c'est pas si énorme que ça. Surtout si on considère qu'il y a des cartes Pokémon qui peuvent allègrement péter la barre du million de dollars. En 77 sort Advance Donjons et Dragons. Alors, le jeu est étoffé. Il y a plus de classes de personnages, il y a plus d'alignements avec un système ordre-chaos qui a été complètement emprunté à l'œuvre de Moorcock, et surtout au cycle d'Elric. Il y a plus de monstres, il y a plus de tout. Les manuels sont à couverture cartonnée, il y a des règles qui s'émancipent surtout en fin de Chainmail. Et c'est un énorme carton. Le jeu s'implante très solidement dans les campus universitaires, et c'est compréhensible. C'est un univers vaste qui mixe toutes les mythologies classiques, chrétiennes, grecques, asiatique, tout. Ça surfe sur la popularité de la fantasy, ça coûte pas cher, parce que c'est juste quelques bouquins et un stylo qui permettent de jouer pendant des heures, et il n'y a aucune autre limite que celle de l'imagination des joueurs. Alors, tu m'étonnes qu'à une époque où un ordinateur ça coûte le prix d'une bagnole et ça a des fonctionnalités très limitées, ça m'étonne pas que le jeu ait été un gros succès. Sauf que, bien sûr, le fait que la future élite de la nation joue à être des sorciers qui fracassent des démons le soir, ça plaît pas trop à certains. Genre, des digues religieuses conservatrices? Ouais, genre ça, ouais. Donc on part sur une bonne grosse panique morale, hein, surtout après l'affaire Pooling. Vous vous documenterez sur ce qu'est l'affaire Pooling. Mais ça va renforcer la popularité du jeu. C'est un peu contradictoire, non? Alors c'est pas du tout paradoxal en fait, parce que ça offre une couverture médiatique considérable à Donjons et Dragons.
Et puis, on n'oubliera pas que le plus sûr moyen d'encourager un ado à faire un truc, c'est de lui dire que ça emmerde la société. Bref, début des années 80, Donjons et Dragons, c'est partout. Ça donne un énorme coup de boost à l'industrie de la figurine, puisque si on n'est pas obligé d'en utiliser pour Advance Donjons et Dragons, tout le monde veut sa petite figurine à l'effigie de son avatar. Et puis si on a quelques monstres en vrai sur la table, c'est quand même plus cool. Les sociétés Ralparta, Grenadier, entre autres, voient leur vente de figurines exploser. Alors, tu oublies de parler de Citadel. Chaque chose en son temps. Et puis, la sortie en 1983 d'un dessin animé Donjons et Dragons achève de cimenter cet univers dans la culture populaire. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures. Mais, rappelons aux plus jeunes qui nous regardent, Bon, c'est-à-dire aucun, vu la démographie de notre audience. rappelons donc que nous sommes à l'ère pré-internet, et que diffuser un jeu, aussi populaire soit-il, c'est pas évident. Il faut un réseau de boutiques, et de la VPC, donc des catalogues, / magazines, papier. Et justement, en Angleterre, une petite boîte montée par 3 copains, John Peake, Ian Livingstone et Steve Jackson, va un peu flairer le filon. Games Workshop, puisque c'est de ça qu'on parle, est à la base une micro-société de distribution de jeux. Leur entrepôt, c'est leur chambre. Alors, des jeux traditionnels, essentiellement, genre backgammon, jeux de Go, etc. Mais en 75, Games Workshop fait un gros coup en obtenant les droits de distribution de Donjons et Dragons en Grande-Bretagne. Ça marche bien pour eux, malgré le départ de Peake, qui lui préfère rester sur la distribution de jeux plus classiques. Voilà. La fantasy, c'est pas son truc. Le magazine catalogue White Dwarf est lancé en 77, le premier magasin ouvre en 78, puis arrive Brian Ansell, un célèbre sculpteur de figurines, qui co-crée Citadel Miniature la même année. Workshop se diversifie rapidement, puis imprime et distribue des tas de jeux de rôle populaires, Call of Cthulhu, RuneQuest, ainsi qu'un jeu sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Et oui, déjà. En attendant, on en reparle quand des wargames avec figurines? On y vient. Games Workshop a donc un réseau de boutiques, un organe de communication avec son magazine, une ligne de figurines et une solide santé financière, parce que Donjons et Dragons se vend aussi très bien en Angleterre. En 83, Brian Ansell, le principal sculpteur de Citadel, Rick Priestley et Richard Halliwell, déjà connus pour avoir développé des wargames comme Imperial Commander, créent Warhammer Fantasy Battle. On le dira qu'Imperial Commander, c'est le prototype de 40K. Alors, un jour peut-être, mais là tout de suite, ça nous éloignerait un peu du sujet. L'idée derrière Warhammer est la suivante. On a une gamme de figurines, on a un circuit de distribution qui nous appartiennent, mais on dépend d'autres systèmes de jeu pour vendre nos bonshommes en plomb. Alors, si on crée notre propre univers, notre propre jeu au sein de cet univers, on maîtrise tout, de A à Z. Et on va faire un jeu de bataille. Les jeux de rôle et les escarmouches, c'est bien mignon, mais si on veut vendre de la figue en masse, il faut un jeu impliquant des armées. Pas 4 pignoufs dans un donjon. Et la boucle est bouclée. Exactement. Gygax passe d'un wargame avec figurines, Chainmail, pour aller vers un jeu de rôle, et Games Workshop utilise la popularité du jeu de rôle pour revenir à un wargame avec figurines. On notera d'ailleurs que si Gygax a voulu introduire des éléments fantastiques dans un wargame historique avec Chainmail, Warhammer fera exactement l'inverse, en introduisant des éléments historiques dans un wargame fantastique. Alors, par exemple, la très jolie tenue de hallebardier impérial de Warhammer que porte notre ami Bob, c'est aussi une tenue de lansquenet du XVIe siècle, tout à fait correcte. Alors, pas la peine de rappeler que c'est un succès retentissant, que Workshop se développe à toute vitesse. On a presque 300 employés en 90, 5500 de nos jours en 2024, plus de 500 boutiques partout dans le monde, tout un tas de jeux vont suivre dans la grosse locomotive actuelle Warhammer 40 000 qui arrive en 1987, une entrée en bourse en 1993, et même dans le FTSE 100, ce qui est l'équivalent de notre 440 à nous, rentré en 2023. C'est-à-dire que c'est quand même une très grosse boîte Games Workshop. Alors pour ceux que ça amuserait de le savoir, l'action de Games Workshop actuellement est aux environs de 17 000 €. Here comes the money. Here we go. Bref, Games Workshop, alors malgré tous les inconvénients liés au fait d'être une multinationale qui fait ce que toute multinationale doit faire, c'est-à-dire du pognon en masse, Games Workshop est ce qui permet au wargame avec figurines de connaître son âge d'or. Âge d'or? À ce point? Malgré la concurrence des jeux vidéo? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Il existe une foule de jeux, il n'y en a jamais eu autant que de nos jours.
Ces jeux sont dans tous les univers, dans toutes les périodes historiques, avec des systèmes de jeu variés où tout le monde trouve son compte. On va avoir King of War, Conquest, Infinity, Bolt Action, Flames of War, Star Wars Legion, EPR évidemment. On pourrait faire une vidéo de 15 minutes juste à citer des noms de jeux. Et puis, pour ce qui est du nerf de la guerre, les figurines, à part par nostalgie, personne peut dire que c'était mieux avant. En fait, n'importe quel jeu maintenant, même le plus obscur, possède des figurines qui enterrent littéralement tout ce qu'on trouvait dans les années 80. Que ce soit en termes de finesse, de pose, d'expressivité. Pour ça, merci à la création 3D et à l'injection plastique. Hein. Bon, le old school, ça reste cool, hein, attention. Puis, il y a des transversalités permanentes avec d'autres médias. Bah tiens, l'an dernier, il y a un film Donjons et Dragons qui est sorti. Bah, c'est pas la première fois, et les fois d'avant, c'était pas spécialement une bonne nouvelle. Oui, alors, bah, contrairement à tous les autres avant, celui-là, c'est un bon film. Le jeu vidéo de l'année 2023, bah, c'est Baldur's Gate 3, c'est du Donjons et Dragons. Pareil avec Space Marine 2, les trucs hypothétiques encore avec Henry Cavill, enfin, toutes ces transversalités multransmédia qu'on peut trouver. En gros, le wargame est passé d'un outil de formation pour militaires à un jeu assez confidentiel, principalement pour bourgeois désœuvrés, tout ça pour finir par être un élément important de la culture populaire. Et ça, toujours en cannibalisant ce qui existe déjà pour l'enrichir avec de nouveaux éléments. Et comme maintenant la culture geek est devenue tout à fait mainstream, quel que soit ton univers de prédilection, il y a de fortes chances que tu trouves un wargame avec figurines qui concerne cet univers-là. Alors, mon univers préféré, c'est la Reine des Neiges. Il y a un wargame dessus? Frostgrave? Non, blague à part. Il y a quand même un jeu avec des cartes style Magic hein, là-dessus. C'est déjà pas mal. Ça a été un long chemin quand on y pense, et c'est une bonne chose que le wargame se soit démocratisé grâce à son accouplement avec les univers de fiction. Bah, parce que des loisirs qui permettent de développer ton sens de la réflexion, ta fibre artistique, ton imagination et ta culture générale, sans que ce soit chiant, bah il n'y en a pas des masses. Et c'est fini. Bien sûr que non. Bah, c'est un sujet inépuisable. Mais on va se revoir pour causer de sujets plus spécifiques, dont le prochain portera sur... Il y a un indice dans le décor. Moi aussi, je suis un indice. Oui, toi aussi, tu es un indice. En espérant que cette petite série de vidéos vous aura intéressé, on se donne rendez-vous, je sais pas quand. C'est bien de pas s'engager sur des délais. Pour d'autres sujets tout aussi passionnants, en lien avec nos jeux préférés. Merci d'avoir regardé, merci de liker, commenter, partager, et pour le moment, n'oubliez surtout pas que la poutre est éternelle.